Tout est question de colonne vertébrale. C'est sûr que si vous rentrez dans la connivence, vous êtes fichu. Il faut garder sa distance et en même temps, pour autant, on n'est pas obligé d'être rogue, détestable, de ficher 3 gifs au lieu de poser 3 questions. Non, je crois que c'est possible. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, en tout cas. Être optimiste aujourd'hui, c'est chercher par tous les moyens, et pour soi et pour les autres, à optimiser le monde dans lequel on vit. Et entre autres, c'est apprendre aux autres aussi à l'optimiser, regarder ce qui va bien, toujours s'interroger sur les domaines où on peut changer les choses, et puis surtout professer au quotidien une confiance absolue dans l'intelligence des autres, et dans la créativité humaine. Le 5 mars 1994, j'avais un petit bébé qui allait arriver. La maison était trop petite, j'avais déjà un petit garçon, Jérémy, âgé de 7 ans, et il fallait déménager. Et sur le toit de ma maison, il y a une antenne de télévision. Et je me suis dit, je vais quand même pas laisser cette antenne sur le toit. J'ai pris une échelle en aluminium, je l'ai plaquée contre le pignon, une maison tourangelle à 2 étages. Je me suis cordé à la cheminée pour pas tomber. J'avais prévu toute la sécurité. J'avais bien vu la ligne électrique derrière, mais je me suis dit, ça passe, il n'y a pas de souci. Et à un moment donné, je tiens le mât de l'antenne très fort. Et j'ai pas assez de force, et pour avoir plus de force, je pose mes 2 tibias sur le barreau de l'échelle en aluminium, ce qui va créer un contact avec la terre. Et là, 20 000 volts vont traverser mon corps. Et vous l'avez compris, après, pour me sauver la vie, il a fallu m'amputer les 4 membres. Objectivement, l'Afrique va gérer 3 révolutions dans la décennie qui vient. La révolution énergétique. Vous avez aujourd'hui du solaire, des capteurs solaires à très bas coût. Il faut voir la vitesse de l'électrification de ce continent, ça va changer la donne du développement. La révolution numérique et plus encore la révolution agricole. Pour nourrir un monde de 10 milliards d'habitants, c'est l'Afrique équatoriale avec les terres non cultivées, avec les richesses hydriques. On aura une Afrique équatoriale qui sera un pôle de développement agroalimentaire. Alors, est-ce que les théories de l'évolution peuvent s'appliquer aux entreprises ? Ben oui, parce qu'en fait, c'est le même creuset. Tout ça commence il y a 2 siècles avec les Darwin, Adam Smith. On avait un petit peu oublié cette histoire-là. Et en définitive, une espèce, une entreprise, c'est quoi ? Des individus différents, des capacités d'augmenter les effectifs et à un moment donné, peut-être un marché qui sature. Et bien, quand ces 3 conditions sont réunies, se mettent en place des processus de sélection, d'innovation et d'adaptation. Et bien, tout ça, c'est universel et ça concerne les espèces, les cultures, comme les entreprises. Effectivement, il y a des gens qui ont des talents ou quelque chose d'inné pour être leader, c'est vrai. En même temps, je dirais que c'est peut-être cette sorte d'acquis a priori qui est assez dangereux finalement. Parce que le fait qu'on ait du talent pour être leader, ça peut conduire à ne pas travailler. Or, je pense qu'un leadership légitime est un leadership qui se travaille. La première idée forte, c'est qu'en jazz, vous questionnez n'importe quel musicien de jazz, il vous dit que l'objectif clé, c'est de donner du plaisir au client. Mais que ce plaisir, on ne l'a que si soi-même on a du plaisir. Or, c'est bien ce que demandent les jeunes aujourd'hui, avoir du plaisir en travaillant. La deuxième idée fantastique, c'est que les jeunes veulent être des créateurs. Créateurs de leur job, créateurs de leur avenir, etc., etc. Et la création, c'est la base même du système. Le leader est jugé par sa capacité à déclencher chez les autres, par la qualité du regard qu'il ou il porte sur eux, de l'engagement. Les dirigeants chinois ont comme vision que depuis le XVIIe siècle, la Chine aurait dû dominer le monde. Que c'est une erreur historique, que c'est le fait qu'elle ait renoncé à avoir une marine, le fait qu'elle ait géré un repli sur elle-même. Cette puissance du milieu ne s'est pas projetée mondialement et ça lui a coûté ce qu'elle estime être le rayonnement mondial qui lui était dû. Et aujourd'hui, c'est effectivement une thèse du « nous serons les premiers dans le monde car c'est notre place ». Quand vous êtes journaliste et que vous devenez homme politique, après, vous restez homme politique. Ça a été le cas de Noël Mamère, de Jean-Marie Cavada, de quelques autres, différents, mais pas si nombreux. Et puis en France, il y a cette méfiance qui existe réellement. Moi, assez souvent, j'ai eu des propositions de cette nature que j'ai refusées parce que je pense que c'est difficile de pouvoir exercer les 2 métiers en même temps. Et puis troisième idée, qui est pour moi l'idée déterminante, parce que l'un des gros problèmes du management moderne, c'est qu'il est de plus en plus réglementé, procédurier, intellectuel à la limite,
Et il faut renouer avec un certain nombre de choses qui sont du domaine de l'affectif, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça la passion. Sans passion, il ne se passe rien sur le long terme. Et puis alors moi je suis persuadé qu'on oublie un peu souvent, parce que l'innovation fait l'objet de tas de théorisations, que finalement c'est peut-être ceux qui sont au plus près du geste qui sauraient le mieux comment l'améliorer. Seulement on ne leur demande pas. Alors ils ne vont pas prendre le risque de le dire, parce que être innovant c'est se mettre en danger. Ça je crois que aussi c'est une chose très importante, je pense qu'un leader doit être extrêmement vigilant sur la protection de ses innovants. Les innovants sont considérés souvent dans des communautés processées comme des empêcheurs de tourner en rond. Le leader, c'est quelqu'un qui fait sortir l'innovation des collaborateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la vigilance, ça veut dire la bienveillance, ça veut dire la valorisation. Dès que quelque chose sort, il faut le valoriser, parce qu'on ne sait pas, ça peut peut-être effectivement produire, etc. L'optimiste, en fait, partage une conviction, en fait. Il fait un pari en permanence qui est il y a une solution quelque part. Il y a peut-être une solution qui existe déjà quelque part. Dans ce cas, il faut que je la trouve. Il y a peut-être une solution qui a existé autrefois. Il faut que je la retrouve aussi. Et puis, il y a peut-être une solution qui n'existe pas encore. Et là, il va falloir l'inventer. Être heureux, c'est se dire qu'on œuvre pour une bonne chose, qu'on est vraiment dans l'idée d'une amélioration du sort de l'humanité quelque part. Ensuite, évidemment, dans le bonheur, on a des initiatives, des idées nouvelles. Je ne peux pas imaginer un bonheur qui serait stérile, infécond. Le bonheur, c'est une profusion d'idées. C'est pas simplement rire, mais c'est rire et avoir des idées et les partager. Troisième point, la persévérance. Seul le bonheur nous fait tenir. Seule cette idée d'une santé chevillée au corps et cette idée que malgré les obstacles, malgré les défis, malgré les peurs, on a envie de continuer, c'est parce qu'il y a cette idée de persévérance dans tout bonheur. Et puis enfin, le dernier point, c'est une sorte d'empathie, d'intuition de l'autre. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on a besoin d'être confronté au corps de l'autre, parce que dans le non-verbal s'expriment peut-être des détresses intimes de l'autre qu'on ne peut pas cerner à travers un écran. Mais c'est quand même une perception extra-lucide du monde. Pour moi, le message le plus fort, c'est oser. Vas-y. T'as une idée? Vas-y. Fais-le. Si ça se fait pas, c'est pas grave. Si tu réussis pas, c'est pas grave. Il y aura autre chose derrière. Aujourd'hui, ma philosophie de vie, c'est j'ai plein de projets. Et aujourd'hui, même les projets viennent à moi tout seul. Si ça se fait, je suis heureux. Si ça se fait pas, c'est pas grave. Il y aura autre chose. La vie continue. C'est ce qu'il faut se dire. Et surtout y croire. Ne jamais lâcher. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, quand on a une idée, on a un projet, le doute, il naît avec l'idée. Il naît avec le projet. Et le doute, il vous accompagne tout au long. Il est là, il vous harcèle. Et même des fois, il vous pourrit la vie, il vous pourrit la nuit. Vous ne pouvez pas dormir à cause de lui. Mais renoncer, non. C'est pas possible. Alors que tout est possible. Mais renoncer, non, ça, je ne veux pas.